Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Julia Sissa. Bonjour Guillaume Erner. Alors je dois vous présenter, vous êtes une philosophe et une historienne de la culture de renom. Vous enseignez la théorie politique et la civilisation classique à UCLA, autrement dit l'Université de Los Angeles. Vous êtes chercheuse au CNRS. Vous publiez un ouvrage intitulé Le pouvoir des femmes chez Odile Jacob, qui est une étude minutieuse sur la longue durée de la place des femmes en politique. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité. La France est entrée en campagne présidentielle. La question du féminisme est un enjeu politique. La question du féminisme et peut-être aussi de l'antiféminisme. Vous êtes italienne, vous êtes aussi en partie américaine. En tout cas, vous connaissez bien la situation aux États-Unis. Comment cette question des femmes et du féminisme est-elle devenue un enjeu en politique, Julia Sissa ? C'est un des enjeux les plus importants du moment. C'est la première fois dans l'histoire globale que les femmes sont devenues des actrices et veulent être des protagonistes. Donc, cela est vrai aux États-Unis, cela est vrai en Europe, cela est vrai ailleurs dans le monde et cela est vrai en France aussi. Donc voilà, pour commencer, j'aimerais bien évoquer les mots de Anne Hidalgo. Donc on est dans l'ici maintenant de la campagne présidentielle. Voilà donc ce que Anne Hidalgo doit dire, parce que ça ne va pas sans dire. Pour ma part, je suis quelqu'un d'extrêmement déterminé, de très solide et de très forte. Alors ces mots, déterminée, solide, forte, ont une histoire. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Pourquoi faut-il se poser à l'encontre d'une tradition qui a une histoire culturelle, l'histoire culturelle d'une idée, l'idée que les femmes seraient invalides. C'est-à-dire, c'est une idée forte, lourde, qui a pesé sur l'éducation, qui a pesé sur l'opinion publique, qui a pesé sur la philosophie dans toutes sortes de contextes. Les femmes seraient incapables précisément de délibérer, de se déterminer. Voilà pourquoi ce mot est un mot clé. Je suis quelqu'un de déterminé. Depuis la Grèce ancienne, mon histoire est une histoire occidentale, donc le grand reproche fait aux femmes, le grand blâme des femmes du féminin, c'est que les femmes seraient incapables de mener à bien leurs décisions. Dans l'Antiquité, on ne pense pas que les femmes seraient irrationnelles. Ce n'est pas la raison en tant que telle qui est en cause, mais la raison pratique, la capacité décisionnelle. Et plus précisément, la capacité d'arriver jusqu'au bout. Vous voyez, c'est pourquoi les mots d'Anne Hidalgo sont une espèce de concentré d'histoire de la philosophie du féminin. C'est extraordinaire. Mais ce qui veut dire, Julia Sissa, qu'une femme doit prouver cela, alors que pour un homme, on considère que c'est acquis avant même qu'il ait besoin justement de le dire ? C'est tout à fait ça, et pour un homme, c'est plus qu'acquis, parce que cette façon de penser, le féminin et le masculin, s'appuie sur la notion de caractère. C'est quelque chose que j'ai voulu vraiment mettre en avant dans ce travail. Pourquoi ? Parce que souvent, on est entre l'anatomie, l'anatomophysiologie d'une part, ou la construction sociale, comme on dit. Comme s'il y avait deux déterminismes en compétition. Alors, au contraire, ce qu'on peut montrer, c'est que la notion cruciale ici, c'est la notion de caractère. C'est-à-dire ce que vous êtes en tant que personne, à la fois avec votre corps et avec votre disposition existentielle, votre capacité de vertu. Et là, pour aller droit au but de votre question, eh bien, les hommes sont doués pour le combat, pour la victoire, pour le pouvoir. Ils ont ce qu'on appelle aujourd'hui testostérone ou adrénaline, ce que les anciens appelaient le thumos, c'est-à-dire la fougue, l'ardeur, cette énergie. Et alors, si vous voulez, les jeux sont faits. Les hommes sont comme ça, et c'est pourquoi il ne faut pas, on n'a pas besoin de dire qu'un homme politique est un homme plein de fougue, parce que ça va sans dire. Vous l'avez entendu dans la campagne française ?
dans Oui. cette campagne présidentielle. Oui, j'ai entendu justement des hommes dire si je n'avais pas le goût du combat, si j'avais peur de me battre, je ne serais pas candidat à l'élection présidentielle. Mais vous voyez, donc d'une part, il y a une évidence qui est lancée presque, je pense à Xavier Bertrand en particulier, qui est lancée comme quelque chose sur quoi il ne faudrait pas s'arrêter, s'alourdir, s'apesantir, alors que du côté d'une femme, c'est une affirmation qui doit aller contre les attentes. C'est-à-dire que à la question est-ce que vous pensez qu'être une femme française, est quelque chose qui pose problème, eh bien voilà une femme qui doit dire je suis quelqu'un de très déterminé. Et le ton est différent, la stratégie argumentative est différente parce que, comme vous le dites si bien, ça ne va pas sans dire. Et c'est une longue histoire, cette histoire que j'ai essayé de retracer, surtout en montrant les tournants. Parce que c'est vrai que ça va déjà assez mal dans l'Antiquité, donc pré-chrétienne, dans l'Antiquité grecque et romaine, où on pense que les femmes n'ont pas cette espèce de roi homérique de l'intérieur qui est capable de trancher dans un processus délibératif. Mais avec les chrétiens, ça va bien pire parce qu'on perd la raison. Mais alors, vous qui êtes une grande lectrice des textes classiques, est-ce que c'est par exemple pour cela qu'Aristote, chez les Grecs, considère que la femme est une citoyenne de seconde zone, puisque vous nous dites en substance, Julia Sissa, dans Le pouvoir des femmes, que nous vivons en partie sous cet héritage-là? Absolument. Nous vivons sous cet héritage-là. De nouveau, cette interview absolument lumineuse d'Anne Hidalgo. Pourquoi est-ce que les femmes devraient rester au second plan? Nous voulons être au premier plan. Alors, même logique. C'est vrai pour Aristote, c'est vrai pour la démocratie athénienne, qui est la culture politique dans laquelle Aristote pense. Eh bien, la reine politique, la première place, le premier plan, l'activité, c'est pour les hommes, parce qu'ils ont l'étoffe, parce qu'ils sont capables d'eux, ils ont le caractère, la disposition de se battre, de gagner, de commander, de diriger. Or, Aristote théorise cette disposition naturelle, il en fait une loi naturelle, c'est-à-dire quelque chose qui est là, mais qui est aussi normatif. C'est bien que ce soit comme ça. Et la démocratie grecque, en un sens, fonctionne exactement comme ça. Parce que, comme vous savez très bien, la démocratie grecque n'est pas universaliste, elle est faite seulement pour les hommes et pas pour les femmes. Mais alors, Julia Sissa, il y a aussi d'autres conceptions, je ne sais pas s'il faut dire de la masculinité ou de la virilité, mais quand on prend par exemple le président américain, puisque vous enseignez à UCLA, autrement dit à Los Angeles, le président américain est par exemple, on lui prête de la compassion, et c'est considéré comme étant l'une de ses qualités. Or, dans une vision essentialisante des femmes, c'est souvent les femmes qu'on considère comme étant compatissantes, compassionnelles. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que bien, les représentations sont en train d'évoluer? Absolument, les représentations sont en train d'évoluer, de se transformer pour le mieux. Moi, je suis plutôt optimiste sur le projet interminable des Lumières et donc de la démocratie libérale, universaliste. Et un des effets de cette transformation est justement la transférabilité des caractéristiques qui sont associées au féminin et au masculin. C'est pourquoi s'arrêter au caractère est très libérateur, parce que ce n'est pas un déterminisme comme les autres, si vous voulez. Si vous êtes coincé dans l'anatomie, dans l'anatomophysiologie d'une part, ou dans la construction sociale dans l'autre, ça devient très statique, alors que prêter attention au caractère, comme le faisaient les anciens et les philosophes, disons, jusqu'au XVIIIe siècle, ça veut dire que vous attirez l'attention sur la possibilité de se transformer, sur le corps vécu, sur des comportements qui sont subjectifs, sur lesquels on réfléchit, qu'on peut modifier. Et voilà pourquoi l'image du pouvoir peut changer, et l'image du pouvoir est en train de changer, c'est-à-dire
ce n'est pas nouveau de penser que l'État est là pour protéger, n'est-ce pas? Est là pour protéger, vous laisser vivre. Alors, cette notion de protection est en train de devenir de plus en plus importante en théorie politique et dans la pratique politique et dans la culture politique. Alors du coup, effectivement, la sympathie, l'empathie, se mettre à la place de l'autre devient quelque chose d'important et de valorisé. Protéger, c'est se mettre à la place d'eux. De la même façon, dans votre pays, l'Italie, comme en France, Giulia Sissa, de plus en Qui est plus, aussi mon pays. en tout cas, J'ai c'est l'Italie. plusieurs pays. Bon, écoutez, dans ces différents pays, Merci. Giulia Sissa, il y a de plus en plus de femmes qui incarnent des partis qui sont des partis autoritaires, des partis d'extrême droite, je pense bien entendu au Rassemblement national, mais aussi en Italie où c'est le cas. Ça signifie qu'il y a une circulation là aussi des représentations et Oui. que des partis qui étaient auparavant considérés comme étant virilistes peuvent être représentés, incarnés par des femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe quelque chose de très ironique. Et ce sont comme ça les ruses de l'histoire et les ruses de la raison et les ruses des représentations sociales. C'est-à-dire que je pense qu'on pourrait commencer par placer un petit peu ce qu'on considère le féminisme ou les féminismes au pluriel. Il y a une tradition post-marxiste, post-marxisante du féminisme qui est la plus importante dans des pays comme l'Italie et la France, justement. Il y a un féminisme de tradition libérale, pas néolibérale, mais dans le sens de la grande tradition du libéralisme du XVIIIe et XIXe siècle, qui est beaucoup plus axé sur l'individu, sur la subjectivité, sur l'agentivité. C'est-à-dire Mais la gentilité. L'agentivité, oui, Ça veut dire quoi? excusez-moi, en fait, c'est un anglicisme, on essaye de traduire en français par agentivité le mot agency, qui est devenu très important récemment en sociologie, dans les sciences sociales et dans le langage politique, c'est-à-dire l'agir intentionnel, responsable, volitif, donc le marge de manœuvre d'une personne dans le monde. Ce que l'on peut faire Ce que l'on politiquement. peut faire. Voilà le mot-clé, ce que l'on peut faire. Parce que ce dont nous parlons, c'est la connexion entre pouvoir et possibilité. Or, pour revenir à votre question, il y a une grande tradition de femmes de droite, en un sens. Ce n'est pas seulement Marine Le Pen, mais regardez le grand modèle Margaret Thatcher et regardez toutes les reines du monde. N'est-ce pas? Il y a un modèle du gouvernement au féminin qui marche, qui peut être extrêmement ferme, déterminé, fort, solide, courageux. Ça a toujours existé. Mais alors, est-ce qu'elles sont perçues comme étant courageuses, fortes, etc., différemment des hommes, Giulia Sissa? Pas nécessairement, parce que quand on est dans ce contexte-là, paradoxalement, c'est comme si on acceptait l'idée que les caractères féminins sont des caractères qui relèvent de l'adjectif, de l'attribut, qui peut être déplacé d'un sujet à l'autre. Donc une femme peut être masculine, tout le monde l'a toujours reconnu. Une femme peut être douée de virilité, courage. N'oublions jamais qu'en grec ancien, qui est toujours notre point de départ, le mot andreia signifie virilité et courage, et c'est une vertu. Il faut penser que la virilité n'est pas uniquement une opinion mal fondée sur la supériorité masculine. Pour les anciens, n'est pas courageux et viril qui veut. C'est une aspiration, c'est quelque chose de très difficile. Les femmes peuvent avoir l'ambition d'être courageuses. D'où le fait que si on entre dans ce langage-là, vous avez Margaret Thatcher qui devient une espèce de, à sa manière, de figure charismatique. Et alors, une politique antiféministe, une politique masculiniste, alors ça existe de manière parfaitement ouverte aux États-Unis, peut-être que c'est en train de venir en France. Ça consiste en quoi, Giulia Sissa? Eh bien, ça consiste à ne pas avoir confiance dans le projet interminable des Lumières. Ça consiste à dire que les choses sont données,
qu'il y a d'abord une nature qui est la loi naturelle. Je crois que c'est quelque chose de tout à fait important pour nous. Je vais peut-être rentrer une seconde dans le détail. Quand on parle de nature, on ne parle pas nécessairement de biologie. À partir des Grecs, d'Aristote, mais à travers la pensée médiévale chrétienne qui a formé des millions de personnes dans leurs opinions, dans leurs croyances, jusqu'au XVIIIe siècle, eh bien, la nature est inscrite dans notre âme à la naissance. Et la nature, ce sont des règles, ce sont des préceptes. Donc, l'hétérosexualité est naturelle, est impérative, normative, et c'est bien comme ça parce que ça contribue à la préservation de la création divine. Et du coup, la différence entre femme et homme au sein de la famille, l'homme qui commande toujours parce qu'il est doué pour ça, la femme qui doit être subordonnée parce qu'elle est douée pour les vertus serviables, eh bien tout ça aussi contribue à la conservation de la création divine. C'est la loi naturelle. C'est cette nature-là qui fait problème. C'est cette nature-là qui, pour tous les progressistes, à partir de François Poulain de la Barre et de Condorcet et de nous tous et toutes, c'est qu'il faut essayer de déboulonner. C'est pas la nature biologique, l'anatomie, la physiologie, c'est la loi naturelle. Donc, tous ceux qui sont antiféministes, ou beaucoup de ceux qui sont antiféministes, veulent revenir à ce fondement normatif et de ce qui est donné, de ce qui est là. Le fait de, pour vous, d'être quelqu'un qui est porté sur le commandement, sur l'antagonisme, et pour moi, d'être quelqu'un qui est porté sur la soumission et la mollesse, qui est ce qui caractérise les femmes. Donc, revenir à la loi naturelle, à mon avis, c'est ça le sous-entendu de toute forme d'antiféminisme. Alors, une question, par exemple, comme celle de l'avortement aux États-Unis, Julia Sissa, comment l'interpréter, l'utilisation politique de cela? Eh bien, l'avortement, c'est une question énorme. Nous apprenons, avec Michel Foucault et en général dans une sorte de consensus dans l'histoire culturelle, l'histoire des idées, que ce qui caractérise la modernité est une focalisation tout à fait spéciale sur la vie, n'est-ce pas? Le gouvernement de la vie, le gouvernement des corps, et donc du coup la naissance est tout à fait au centre du politique tel qu'on l'entend. Le féminisme de la deuxième vague, années 70, et je me reconnais tout à fait dans ce moment historique, qu'est-ce qu'il a dit? Quel était un des slogans? « Le corps est à moi et c'est moi qui le gère ». C'était ça l'idée fondamentale, qu'il y a une agentivité féminine. Un pouvoir décider. C'est ma possibilité, c'est mon pouvoir. J'en fais ce que je veux. Et du coup, la naissance, donner la vie à des enfants, c'est ma décision en tant que sujet féminin. L'avortement, juridiquement, comme possibilité, est une réponse à ce défi-là. Le mettre en question, ça veut dire revenir à la loi naturelle pour aller vite. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Julia Sissa, Le pouvoir des femmes, c'est votre livre, publié chez Odile Jacob. Vous serez rejointe par un romancier, Abel Quentin, qui publie Le Voyant d'Étampes aux éditions de l'Observatoire. Il est 8h sur France Culture. Excellent réveil à tous. On va faire réagir notre invitée Julia Sissa, philosophe et historienne de la culture et aussi un peu italienne. Julia Sissa, votre réaction à la place des comiques en politique, puisque vous l'avez vécu avec Beppe Grillo en Italie. Oui, peut-être qu'il faut commencer par dire que c'est une histoire très ancienne, c'est-à-dire que
Le rire est cathartique, le rire est libérateur et carnavalesque d'une part, mais peut-être pour les mêmes raisons, c'est une façon de renverser les hiérarchies, de mettre le monde à l'envers et aussi de prendre une posture ironique, satirique, parodique, sarcastique. Donc le rire a un potentiel extraordinaire de critique. En même temps, ce que vous disiez de Coluche est très intéressant. C'est-à-dire que est-ce que se moquer de la démocratie comme le faisait Aristophane, parce que la démocratie a été depuis toujours, n'est-ce pas, un objet de satire et de moquerie, eh bien, est-ce que ça fait une argumentation? Est-ce que ça fait un programme politique? Quand il faut s'engager, comme on a dit tout à l'heure, dans cette espèce de fougue vertueuse, d'argumentation combative, est-ce que le rire vous porte assez loin? Donc, qu'est-ce qui reste d'un début sous la forme d'un éclat de rire? Et Beppe Grillo est un phénomène très intéressant parce que il faisait rire au départ, mais quand il a commencé à parler avec véhémence à ces foules dans les places italiennes, c'était l'invective qui primait, c'était une espèce d'extraordinaire violence et agressivité verbale, et c'est ça qui justement l'a porté un peu plus loin, et voilà pourquoi nous avons i Cinque Stelle, qui est un mouvement qui avait beaucoup d'ambition en fait, parce que comme vous savez, Cinque Stelle, ce sont les 5 biens principaux qu'il faudrait porter, non pas comme un parti, mais comme un mouvement populaire, etc. Donc, le rire ne suffit pas. Voilà, l'éclat de rire est une durée minimale. 8h23 sur France Culture. Nous sommes donc en compagnie de la philosophe et historienne de la culture Giulia Cissa. Vous publiez Le pouvoir des femmes chez Odile Jacob et nous accueillons Abel Quentin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes romancier, vous avez publié Sœurs et vous publiez Le Voyant des Tempes aux éditions de l'Observatoire. Il y a un portrait de vous dans Libération. On apprend par exemple que vous êtes avocat et Libération présente votre roman Le Voyant des Tempes comme étant un roman anti-woke. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est... J'espère pas que ça. J'espère que c'est pas qu'un roman anti-woke. J'ai essayé de faire un livre qui parlait du monde moderne, qui parlait d'une société fracturée, qui parle de beaucoup de choses, de la chute d'un homme, mais aussi de vieillissement, d'humour. Vous parliez d'humour tout à l'heure, c'est aussi un thème de l'ironie, c'est quelque chose Absolument, c'est un central livre, dans mon livre. C'est un livre drôle. Et après, bien sûr que la matrice dans laquelle va être pris mon narrateur, c'est ce qu'on appelle le wokisme. Mais pour moi, le wokisme est aussi intéressant comme phénomène qui dit beaucoup de choses, de dérives plus larges, on va dire. Alors, on va revenir sur ce terme. Il faut que je présente en quelques mots votre roman, Abel Quentin. Le Voyant des Tempes raconte l'histoire d'un professeur d'université à la retraite, Jean Roscoff, qui décide, au bout de sa vie, comme on dit maintenant, de consacrer une biographie, de terminer un travail qu'il avait entamé lorsqu'il était jeune et encore plein d'avenir. Là, son avenir est derrière lui. Une biographie donc consacrée à un poète imaginaire qui a eu un rôle important, vous le décrivez avec minutie, dans le Saint-Germain intellectuel des années 1950-1960. Il a connu Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, et il va donc consacrer un livre à ce Willow, lequel livre va être publié dans une petite maison d'édition, mais une maison d'édition qui a une véritable reconnaissance dans la sphère intellectuelle. Et lorsque ce livre paraît, il y a tout d'abord un blog qui s'intéresse à ce livre parce qu'il y a un petit détail qui n'a pas été suffisamment pris en compte. Je dis qu'il n'a pas été suffisamment pris en compte parce qu'en réalité, Jean Roscoff en parle, mais il n'en fait pas du tout un élément central de la biographie de ce Willow. Et ce détail, c'est le fait que Willow est noir. Et on va accuser Roscoff d'appropriation
culturel et plus généralement, on va expliquer que celui-ci a cherché en substance à invisibiliser le fait que ce poète était noir. Pourquoi avoir décidé donc de mettre en scène cet homme qui, après des soirs de beuverie, après une vie qu'il considère comme étant une vie ratée, un divorce, une fille qu'il ne comprend pas, bref, une situation assez apocalyptique, tente de se sauver avec ce livre qui en réalité va complètement l'enfoncer, Abel Quentin. J'avais envie d'écrire un livre qui soit un livre drôle, c'est vrai. C'est important pour moi, c'est pas du tout anecdotique. C'est Parce que je pense réussi à que cet égard. c'est devenu l'humour, l'ironie, ça est devenu un combat parfois dans notre monde et parfois même dans cette maison qui nous accueille aujourd'hui. Et, Je ne vois pas à quoi vous faites référence, mais mais poursuivez. pas à vous. Et je voulais parler d'un homme fatigué, d'un homme amer. Je voulais parler d'un jeune retraité qui est passé à côté de sa vie, qui est un homme mélancolique et qui va, c'est vrai, être pris dans une polémique très moderne et qui va être sacrifié par ces meutes numériques qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre, ici et là, avec en toile de fond ce climat de violence et d'intolérance qui se déchaîne parfois sur un homme parce que on ne passe plus rien à personne et parce qu'on a tendance, je trouve, aujourd'hui à manquer d'indulgence, à nier l'épaisseur d'une vie. Et l'épaisseur d'une vie, c'est forcément des à-coups, c'est forcément parfois des erreurs, ça peut être des phrases malencontreuses, ça peut être plein de choses. Et moi, je suis romancier, vous l'avez dit, je suis aussi avocat. J'aime pas l'émeute. J'aime pas l'émeute, c'est un truc, c'est comme ça, c'est un peu atavique. J'aime pas l'émeute, j'aime pas quand on s'acharne sur un homme, sur une femme. Et voilà, mon héros, c'est ça. Mais là, quand j'en parle, ça a l'air assez très sombre. C'est aussi un livre un peu farcesque, quoi. C'était aussi une farce. L'idée, c'est de faire une farce moderne où j'espère que le lecteur s'amuse. Et ce qui est également réussi, et c'est pourquoi je crois qu'effectivement, bon, la titraille, c'est toujours difficile dans un journal. Libé présente votre livre comme un roman anti-woke. Je pense que si le terme est réducteur, c'est parce qu'en réalité, on a différents jugements possibles au sujet de votre histoire, parce que Jean Roscoff est effectivement en proie à une meute qui va l'accuser d'avoir invisibilisé la racisation de Willow, mais dans le même temps, Abel Quentin, on voit bien que Jean Roscoff ne comprend rien à l'époque qui est la sienne. Il le dit d'ailleurs, il ne comprend pas sa fille qui est très investie dans un certain nombre d'associations d'idées de militantisme LGBT. Il ne comprend pas la femme qui était la sienne, qui a divorcé et qui manifestement a été assez lasse de la période qu'il a passée avec lui. Et finalement, rien n'indique que chez vous, Jean Roscoff soit dans le vrai. C'est un roman. Donc, un roman, c'est cet espace un peu indéfini, trouble. Moi, j'aime les romans qui soient troubles, qui n'assènent pas de vérité, qui fassent dialoguer des points de vue, des personnages, qui ont leur autonomie. Et c'est très important pour moi que cet espace reste un espace équivoque. Je crois que C'est ça, c'est un espace équivoque. et je botte pas en touche en le faisant. Pour moi, c'est aussi c'est en train peut-être de devenir un combat. Vous savez, le roman européen, il est né sous le signe de l'ironie. C'est Kundera qui le dit avec Cervantes, avec Rabelais. L'ironie, c'est l'idée que on puisse s'amuser des mots, qu'on puisse jeter le trouble, qu'on puisse laisser un lecteur avec une ambiguïté. Et s'il y a par contre quelque chose que j'assume dans l'écriture de ce livre comme un point de vue personnel, c'est que la fiction, l'ambiguïté romanesque, l'ironie, la vertu de l'ironie, le rire sont battus en brèche aujourd'hui et que il faut voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique où la liberté des écrivains n'est plus est en danger, où il y a des sensitivity readers, où certains écrivains
voient leur livre décommandé parce qu'on estime qu'ils n'ont pas le droit de parler d'autres vies que les leurs, parce qu'on estime qu'un écrivain blanc ne peut pas raconter la vie, par exemple, d'un personnage noir. Tout ça m'inquiète. Et donc, voilà, ça, c'est un vrai danger aujourd'hui. Je vais demander immédiatement son avis à Julia Sissa, qui enseigne à UCLA, autrement dit à l'Université de Los Angeles. Eh bien, d'abord, je dirais que j'ai lu ce roman, que je le trouve très très beau et que je le mets à côté du roman de Philip Roth, The Human Stain. La tâche. Oui, la tâche, et que effectivement j'y vois un travail justement sur la singularité, sur la pertinence, je dirais, et donc sur l'ironie. C'est-à-dire que c'est la singularité, bien entendu, qui émerge comme ce qui est équivoque, ce qui est aussi une partie d'autodérision, parce que l'ironie de Kundera, c'est dégonfler après Jankélévitch, n'est-ce pas, dégonfler l'auto-contemplation, l'auto-admiration émue, n'est-ce pas, le kitsch, le fameux kitsch. Donc, je vous lis entièrement dans cette direction-là, avec cet œil-là, cette mémoire littéraire-là. Et je pense que c'est très important de penser la singularité dans une vie, et aussi dans une vie où on vit le corps vécu au masculin de votre personnage est compliqué. Donc on ne peut pas asséner justement la virilité tous azimuts, la masculinité, vous montrer exactement des renversements, des conflits, des trucs qui ne marchent pas. Ça justement, Julia Sissa, le personnage de Jean Roscoff chez Abel Quentin est tout sauf un homme viril, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui assiste à l'enterrement de sa virilité. Enterrement d'ailleurs, ça suppose qu'elle ait été vive, mais en tout cas, c'est le personnage vraiment de la misère, et notamment de la misère sexuelle masculine. C'est un thème important dans le roman contemporain. Comment l'articulez-vous avec votre vision de la représentation des femmes ? Eh bien, deux choses. La virilité, au départ, est fragile. La virilité est une ambition. Donc, on voit dans les sociétés qui misent vraiment beaucoup sur la construction du masculin, comment l'Andreia en Grèce, et puis après, n'est-ce pas, la virtus et la fortitude, c'est une vertu. C'est-à-dire que ce n'est pas l'anatomie qui vous donne la virilité. Tout au contraire, le corps vécu au masculin est un corps lourd, fatigant, qui vous dérange, qui vous met en échec, où la peur de la défaillance est continue. Ça, plus les sociétés sont masculinistes, et plus les sociétés mettent en exergue et en évidence la fragilité du viril. Mais, permettez-moi, ça ne veut pas dire qu'il y a... Bon, j'y vais là maintenant un peu bêtement. Il y a des stéréotypes, une représentation sociale qui fait que les hommes doivent être prépotents. Donc, oui, bien sûr, le personnage singulier, reconnu dans toutes ses complications, mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a des hommes qui souffrent du masculinisme qu'il n'y a pas le masculinisme. Moi, je dis le féminisme, c'est bon pour les hommes, autant, sinon plus que pour les femmes. Mais alors, justement, Abel Quentin, parce que c'est un roman, donc il est équivoque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais néanmoins, vous avez décidé de peindre un homme qui est complètement soumis aux femmes. Les femmes ont le pouvoir, en tout cas le pouvoir sur lui dans ce roman, et on peut dire que sa vie est soumise à rude épreuve par ces femmes qui ne réussissent pas ou plutôt parce qu'il ne réussit pas justement à échanger comme un égal avec ces femmes, c'est-à-dire son ex-femme, sa fille. Alors d'abord, je voulais remercier Julia Sissa de m'avoir lu et de ces observations qui font écho à vraiment à des thèmes qui sont très intéressants et que j'ai pas voulu balayer d'un revers de main dans mon roman. C'est pas un roman où finalement le féminisme radical, par exemple,
voilà, et balayé comme une espèce d'hystérie non signifiante. C'était pas l'objet de mon livre. Et d'ailleurs, moi, le masculinisme, je pense que c'est un terme qui a du sens. Moi, je crois, enfin, de mon petit point de vue de romancier, je crois, par contre, à la virilité stylistique. Et je pense que c'est quelque chose dont on peut s'emparer, qui pour moi, Qu'est-ce qui est pas du tout lié au fait d'être un homme ou une femme. C'est que moi, comme lecteur, j'aime des écrivains qui peuvent être des hommes ou des femmes, parce que je pense par exemple dans Simone de Beauvoir, moi j'ai lu Les Mandarins avec énormément de plaisir il y a quelques mois, prix Goncourt 1954, c'est un livre qui pour moi dégage une forme de virilité stylistique, mais virilité comme vertu qui est plus du tout dans mon esprit attachée c'est l'idée d'une phrase qui claque, c'est l'idée d'une forme de sécheresse, c'est l'idée d'une robustesse, mais qui, encore une fois, n'est pas liée au sexe. Et pour répondre à votre question, oui, c'est vrai que Jean Roscoff est dominé, et il y a quelque chose finalement d'absurde à le voir pointé du doigt comme étant une sorte de mâle qui par essence est dominant, puisqu'il est dominé par tout le monde, il est dominé par sa fille, il est dominé par son ex-femme, oui, c'est vrai que ça participe du grotesque, un petit peu de la chasse à l'homme, hein, dont il fait l'objet. C'est que il ne se retrouve pas dans ce personnage qu'on voudrait en faire. Mais alors, Giulia Cissa, est-ce que ça n'est pas aussi la représentation que peuvent s'en faire, je ne dis pas Abel Quentin, mais les masculinistes, d'avoir aujourd'hui un homme qui est considéré comme étant finalement puissant, alors qu'en réalité il est faible, alors qu'en réalité il est soumis à toute une série d'oppressions, dont l'oppression des féministes? Je dirais d'abord que Jean Roscoff est aussi aidé par sa fille. Il n'est pas seulement dominé, c'est justement la complexité de la construction de vos personnages. Donc il y a quand même un soin, un souci, une affection, une tendresse à l'égard de cet homme. Bien sûr. Mais voilà. Mais en dehors du roman d'Abel Quentin. En dehors du roman, sortons du roman, excusez-moi, sortons du roman. Eh bien, c'est justement au nom de la complexité dans un individu singulier, dans le vécu d'un homme singulier, que l'on peut retrouver un préjugé par-ci, une faiblesse par-là, et qu'il faut essayer de comprendre tout. Mais si on veut changer les choses, c'est-à-dire si on est dans le projet interminable des Lumières qui fait que nous voulons plus de liberté, plus de reconnaissance pour les individus, plus de possibilités de pouvoir, de réciprocité, eh bien, il faut peut-être changer les idées. Et pour changer les idées, il faut avoir le courage de dire que quelqu'un peut être dans une souffrance existentielle très profonde, dans une fragilité, l'âge, le caractère, les vicissitudes de la vie, et en même temps avoir des idées qui sont inacceptables parce qu'il y a peut-être un désir justement d'autoritarisme sous la peau de la personne qui tombe à morceaux. Donc, au nom de la singularité, je dirais, il faut être capable de voir le préjugé et la faiblesse d'un individu possible. Et alors, Abel Quentin, je me suis posé la question de savoir comment vous articuliez à la fois votre profession d'avocat, puisque vous êtes avocat dans la vie, et votre profession de romancier. Un avocat, c'est, j'imagine, quelqu'un qui doit comprendre les raisons qui incitent un criminel à commettre un crime. Et dans votre livre, vous présentez par exemple les militants antiracistes qui attaquent Jean Roscoff de telle manière que je me demande si vous prenez ces acteurs au sérieux. Je m'explique. Finalement, Jean Roscoff, dans le travail qu'il consacre à Willow, il commet une faute, que l'on soit woke ou pas woke, et peu importe le terme que cela veut dire. Il oublie que cet homme, Willow, est noir dans une Amérique ségrégationniste, ce qui est évidemment une clé de compréhension importante de cet homme. Compliqué de comprendre l'œuvre de ce poète si on nommait cela. Est-ce que vous n'avez pas tendance dès lors à ôter de la complexité à ces militants antiracistes qui pointent du doigt quelque chose qui existe?
Bah, d'une part, il s'est trompé, oui, il s'est trompé, mais tout le monde se trompe dans le livre et je ne veux pas trop divulgacher, comme on dit, Non. la fin, mais On ne le fera pas. Il y a un il twist ne s'est à peut-être la pas fin. trompé dans le sens où vous l'avez dit, mais oui, il est capable d'autocritique. C'est un homme qui, il le dit, il était aveuglé par... il a un prisme universitaire, c'est un spécialiste de la chasse aux sorcières, du maccarthisme de ces années 50 aux États-Unis. Donc finalement, il n'a vu que le communiste, il n'a pas vu le noir. Mais il ne l'a pas non plus nié. Mais c'est vrai que dans son esprit, ce poète, Robert Twillow, il était, pour reprendre les mots de Frantz Fanon, quelqu'un qui pense que la couleur de sa peau n'est pas dépositaire de valeurs spécifiques. Donc, il y a une phrase que je trouve très belle. Et alors, c'est voilà, il a vu surtout un homme, il a vu un militant communiste qui a fui le maccarthisme, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs totalement faux. Donc, il ne s'agit pas d'en faire quelqu'un qui s'est planté sur toute la ligne. Et ensuite, c'est vrai que il est aussi questionné par ce que lui dit sa fille, par ce que lui dit la copine de sa fille. Alors, c'est vrai que c'est difficile de se remettre en cause. Et donc, je décris aussi cette difficulté-là. À un moment donné, il le dit, il dit moi, je veux bien réfléchir, me remettre en cause, mais pas à la demande d'autrui, parce que c'est toujours plus violent de le faire quand quelqu'un vous demande de le faire. On préfère, c'est toujours plus, pour l'ego aussi, c'est toujours plus agréable de se dire qu'on a fait le cheminement soi-même. Et donc, voilà, c'est un homme qui réfléchit. Alors, est-ce que les personnages de militants décoloniaux, on va dire, sont caricaturales? Le truc, c'est que c'est un roman à la première personne, donc c'est un point de vue. Donc, c'est un choix narratif, c'est un choix d'écriture où on a les préjugés du narrateur, on a un point de vue qui est nécessairement partiel. Et les personnages secondaires n'existent que dans la mesure où ils entrent en collision avec Jean Roscoff. Donc, c'est un point de vue. Et en tout cas, c'est un très bon roman avec, comme je l'ai dit, un twist à la fin qui éclaire d'un autre jour ce que l'on vient de lire. Le Voyant des Tempes d'Abel Quentin, c'est aux éditions de l'Observatoire. Le pouvoir des femmes, c'est votre ouvrage, Julia Cissa.